Ok. La naturopathe m'a conseillé la mélisse contre le stress. La mélisse est une plante connue depuis la Grèce antique et utilisée pour ses bienfaits contre le stress, l'insomnie et le surmenage. Entre les déçus de la médecine moderne et ceux qui se méfient des laboratoires pharmaceutiques, c'est naturel et le corps absorbe plus facilement ce qui est naturel. En fait, le jeûne est un vrai moyen finalement de mettre le corps au calme, de lui permettre de faire un nettoyage assez profond. Les pathologies psychiatriques, le jeûne s'impose. Nous sommes faits pour jeûner, nous sommes naturellement faits pour jeûner. Il faut bien comprendre que la psychiatrie n'apporte aucune solution. Personne ne pourra vous guérir. C'est vous-même qui allez vous guérir. Une opération à cœur ouvert sans anesthésie. Une demi-heure plus tard, l'efficacité de l'anesthésie sous acupuncture est optimale. La circulation énergétique va permettre de libérer toutes les énergies perverses qui étaient concentrées dans la tumeur. Le cancer n'est pas quelque chose de négatif. Non. Le premier, c'est que le cancer n'est pas une maladie. Généralement. Bon, internet c'est trop n'importe quoi, faut essayer autre chose. Voilà, le salon des médecines douces. En plus, on va pouvoir directement poser des questions aux praticiens. Ici aussi, il y a énormément de choses différentes. On va les demander aux exposants ce qu'ils proposent et comment ils savent que leur thérapie fonctionne. L'herboristerie, ça consiste à vendre des plantes médicinales et à conseiller leur usage. Alors nous, on est un centre global spécialisé dans l'Ayurveda. Le jeûne fait partie des médecines alternatives puisque en fait, ça nous permet de nous nettoyer. C'est tout type de plantes issues de la médecine traditionnelle chinoise, des plantes peu connues en Europe. Il utilise beaucoup les tambours, les instruments chamaniques parce que ça a une haute fréquence vibratoire. Spécialisé dans la sonothérapie, et une sonothérapie vraiment dédiée à une énergie particulière qui est l'énergie cristal. Les allopathes vont traiter une douleur, nous on traite le sujet qui souffre. Et c'est complètement différent. On va vraiment à la source du problème qui est parfois généré par justement des problèmes émotionnels. On va pas dire non, vous arrêtez votre traitement, votre médecin vous dit n'importe quoi. Donc... Tout mal utilisé est dangereux pour la santé. On n'a pas le droit de dire que le jeûne soigne. Donc en fait, on va dire que c'est de la prévention. Plus vous avez des fréquences vibratoires élevées et plus vous allez vers votre état d'être, vers votre état de reconnexion intérieure. Le cube de Métatron qui relève de l'archange métatronique va dégager de l'énergie et la transmuter en négatif en positif. Ok, bon, je suis pas sûr d'être convaincu par tout ce qui s'est dit, mais je suis pas sûr d'avoir tout compris. Certains trucs semblent vraisemblables, mais d'autres franchement douteux. Mais alors justement, comment faire le tri parmi tout ce qui a été entendu ? Comment différencier ce qui est plutôt vrai de ce qui est assez faux ? Les bons des mauvais arguments. Et si on allait décortiquer tout ça avec des médecins et des chercheurs ? J'ai assemblé les principaux arguments qu'on a entendus au salon et pendant l'entretien avec la naturopathe. On est allé les rencontrer dans leur bureau pour leur demander ce qu'ils en pensent. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, je m'appelle Richard Monvoisin, je suis enseignant à l'université de Grenoble, j'y fais aussi de la recherche et depuis 20 ans maintenant je me consacre à l'enseignement de l'esprit critique, de la pensée critique, de l'autodéfense intellectuelle. Je travaille pas mal sur certaines thérapies alternatives. Alors je suis Virginie Bagneux, je suis enseignant-chercheur à l'université de Caen-Normandie. My name is Edzard Ernst. My first job was in a homeopathic hospital, so I learned homeopathy by doing it, basically. And in 1993, I went to Britain because there was the first chair of complementary medicine. Je m'appelle Alain Astier, je suis professeur émérite de pharmacie clinique et de biotechnologie et j'ai dirigé pendant une quarantaine d'années le service de pharmacie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Je m'appelle Nicolas Pinceau, je suis un professionnel de santé, kinésithérapeute. J'occupe un emploi d'enseignant-chercheur à l'université de Grenoble et dans mes recherches, je m'intéresse particulièrement au recours aux thérapies alternatives et complémentaires.
4e génération de la famille médecine traditionnelle chinoise. J'ai une formation de pharmacien au départ. J'ai fait de la toxicologie, j'étais interne à l'hôpital, j'ai fait de la recherche avec l'INSERM. Hippocrate le premier disait un corps sain, c'est un corps qui est nettoyé. J'ai fait de l'enseignement à la faculté de médecine pendant 35 ans. Les fatigues chroniques, ça vient souvent d'un problématique des intestins. Ça, c'est la science le confirme aujourd'hui. Bon, il y a des reportages qui ont été faits sur Arte, il y a des films là, qui sont développés, plein de documentation, des livres. Ok. Alors, là, il y avait plusieurs éléments et plusieurs sophismes. Le premier, c'est les arguments d'autorité, en fait. Les titres honorifiques comme médecin, interne à l'hôpital, docteur. On aura envie de dire que plus les gens sont diplômés et spécialistes d'un domaine, plus on a envie de leur donner du crédit. Ce qui, souvent, effectivement, est le cas. Quand vous m'avez demandé de me présenter, par exemple, j'utilise des arguments d'autorité, ce qui ne veut pas dire ce que je vais dire après a un quelconque intérêt ou a du sens. On peut être docteur comme moi en psychologie et être invité à parler sur un domaine comme la chimie par exemple et n'en avoir aucune expertise sur le sujet. C'est toujours compliqué de juger si la forme de présentation est là simplement pour donner un état des lieux, ce qui est légitime et ce qui d'ailleurs me permet de rattraper une erreur que j'ai pas faite, c'est déclarer que moi j'ai pas de lien d'intérêt avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Là où ça devient un argument d'autorité, c'est quand on commence à introduire ces éléments dans l'argumentation du fait que c'est efficace. C'est-à-dire si on vous dit c'est efficace parce que je suis docteur, bon, en fait il n'y a pas de lien entre les deux. Donc en fait un titre ou une expérience même importante dans un domaine ne garantit pas que ce que la personne elle vous dit soit la vérité. Après il y avait un autre élément, quelqu'un qui va citer Hippocrate, il va être beaucoup cité dès qu'on va parler de médecine, comme Claude Bernard quand on parle de médecine scientifique ou Einstein quand on parle de science en général. Donc cet effet photo de famille, c'est associer une image assez connue qui du coup va donner du crédit à ce qui va être dit, alors que très probablement, lui est pas du tout au courant de tout ce qui va se dire. Les arguments d'autorité brandis de toutes pièces, genre c'est écrit dans un livre, il y a eu une étude, les scientifiques disent que... Alors déjà, si vous entendez les scientifiques disent que... Non, faut donner la source, l'endroit exact pour qu'on puisse aller vérifier, aller regarder précisément. Sur la fin, là, il y avait ce qu'on appelle un appel à la science, ce qu'on appelle aussi un bistandard, c'est-à-dire que les gens vont aller chercher la science quand ça les arrange. Donc, par exemple, ça, la science l'a bien montré, c'est ce qu'il nous dit à un moment donné. Mais il est assez probable qu'il n'hésite pas 2 minutes après à dire que la science explique pas tout et que c'est pour ça qu'elle n'a pas trouvé les résultats sur la thérapie en question. Même nous, spécialistes de ces sujets, il nous est difficile de choisir quels sont les bons arguments d'autorité. Même quand c'est le top niveau de l'autorité, on n'est pas à l'abri d'une déconvenue. C'est ce qui fait que beaucoup de gens comprennent pas qu'il y ait en permanence ce doute, cette espèce de suspicion en science, mais en fait elle est intrinsèque à la démarche. C'est la seule démarche de connaissance sur le monde qui propose ça, qui propose une réfutation permanente, un doute permanent. Sur quoi ça repose comme théorie en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, donc nous avons quand même presque 5 millions d'historiques de la recherche du corps humain. Ça vient de connaissances ancestrales, on peut même dire millénaires, parce que ça a plus de 5000 ans en fait. La sonothérapie, ça fait partie de toutes les traditions sur tous les continents depuis la nuit des temps. Il est initié au magnétisme, ou à différentes traditions chamaniques. La médecine traditionnelle chinoise, ça fait vraiment très longtemps que ça existe, donc c'est testé par nos ancêtres quoi. Le truc qui revient très souvent dans les propos qui sont tenus là, on se dit que plus c'est vieux, plus c'est millénaire et plus ça aura une vertu thérapeutique assumée. Pour vendre ce genre de thérapie alternative, l'argument de l'ancienneté, la tradition, est souvent utilisé. Des fois on l'appelle l'argument du vieux pot, parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Prétendre que quelque chose est efficace du fait que ça existe depuis très longtemps ou que l'origine de la recette remonte à il y a 5000 ans. Si ça a passé l'épreuve du temps, c'est forcément qu'il y a la démonstration que c'est efficace, ou en tout cas que ça sert à quelque chose. Puisqu'il n'est pas possible qu'autant de gens, depuis si longtemps, puissent se tromper. En fait, on peut pas leur donner complètement tort dans le fait que ça serve à quelque chose. On pose pas la bonne question aux gens. Si la question c'est est-ce que c'est efficace, c'est pas le temps qui va nous permettre de répondre à cette question. L'âge d'une thérapie n'est pas le gage de sa qualité. Il y a plein de choses qui étaient très bien il y a 5000 ans, mais qui aujourd'hui ne marchent plus, ou tout simplement parce qu'on a trouvé mieux depuis, ou qu'on s'est rendu compte que ça avait des effets négatifs. Mais des exemples, on en a plein. Tout l'héritage qu'on a eu de Galien, d'Aristote, resté
ancré dans les actes thérapeutiques jusque dans les années 1800 à peu près. On se retrouvait à faire des saignées. La saignée a été utilisée dès l'Antiquité et pendant plus de 2500 ans. Elle est préconisée par Hippocrate en accord avec la théorie des humeurs à la base de la médecine antique, aujourd'hui obsolète, qui repose sur l'idée d'un équilibre entre 4 humeurs, le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire. Leur déséquilibre provoquerait des problèmes de santé. Faire une saignée serait donc une des méthodes pour évacuer une humeur trop présente. Les siècles suivants, elle perdura pour être vue comme une panacée entre le XVIe et le XVIIIe siècle et sera préconisée systématiquement pour soigner les patients. Bien plus tard, en 1809, alors que quelques médecins commençaient à douter de l'utilité de cette pratique ancestrale, le médecin écossais Alexander Hamilton décida de faire une étude pour déterminer son efficacité. Il recruta 366 patients souffrant de divers maux et les répartit au hasard en 3 groupes de soins. Des saignées ont été pratiquées sur un des groupes et jamais sur les 2 autres. Dans son étude, l'utilisation de la saignée provoquait une mortalité 10 fois supérieure comparée aux personnes ne recevant pas ce traitement. Il fallut attendre que le médecin français Pierre-Louis reproduise son étude en 1828 pour donner une visibilité aux résultats confirmant ceux d'Hamilton. La dangerosité de la saignée fut confirmée avec le temps, mais l'accepter a été très long à cause des croyances et des pratiques habituelles très enracinées à l'époque. Pour les saignées, on pourrait relativiser, il y a 2 pathologies pour lesquelles il y en a besoin, mais elles sont très marginales. C'est pas parce que ça fait longtemps que c'est là que c'est efficace, mais pour autant, c'est pas parce que c'est inefficace que c'est inutile et qu'il faut s'en séparer. Si la question c'est est-ce que ça a rendu un service à la population que d'avoir recours à ce type de thérapie, eh ben, il est très probable que oui, et que si ça a perduré, c'est que le bénéfice que les gens en retiraient était satisfaisant. C'est sûr que la sonothérapie, à partir du moment où on peut se dire que les gens aimaient bien écouter de la musique, est-ce qu'on est déjà dans la thérapie juste parce que ça faisait plaisir aux voisins? Dans ce cas, la sonothérapie, elle est aussi vieille que quelqu'un qui a fait un trou dans un roseau et qui a soufflé dedans. Enfin, c'est toujours vaseux, ça. Il faut déjà voir un élément, c'est que les datations sont souvent faites au doigt mouillé, hein, et qu'en fait, les gens savent rarement en fait de quand datent les thérapies. Pour avoir bossé sur pas mal de ces thérapies, je me suis rendu compte qu'on dit qu'elles ont 5000 ans. Quand on remonte la trace, quand on remonte comme un petit saumon, tuc à la source, des fois le machin s'évapore. Je me rappelle d'un cas qui m'avait frappé, la réflexologie plantaire. L'idée que sous la voûte plantaire, il y a tout le corps de l'humain qui serait représenté, qu'en stimulant telle ou telle zone, on obtient un effet thérapeutique. On nous dit toujours que ça part d'un parchemin qui vient de Ankh-Mahor à Saqqara et que dessus, on voit des gens qui font de la réflexologie plantaire. En fait, tu regardes le truc, déjà, c'est pas un parchemin, c'est un bas-relief, mais peu importe. Mais surtout, tu vois des gens qui se massent les pieds, si tu veux. Et c'est nous qui disons que c'est la réflexologie plantaire parce que ça nous arrange dans le discours qu'on veut tenir. Mais des fois, on invente des bases fausses. Même si on remonte à des choses qui peuvent être vécues comme étant très très anciennes, des blockbusters très installés comme l'ostéopathie, la chiropraxie, en fait, c'est vraiment fin du 19e siècle, début 20e, quoi. Et ce qui marche là-dedans, bien souvent, en France métropolitaine en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'argument de l'exotisme. C'est quand ça vient de loin, depuis un Orient fantasmé, peut-être un peu plus primitif que nous et encore un peu proche de certains trucs ancestraux. Ils ont peut-être accès à des choses que nous on a perdues dans notre monde techno-politiquement. Des fois je me demande si là-bas, ils tripent pas sur les Bretons, les Auvergnats, tu vois, en disant « Oh, thérapie auvergnate, très bon, très bon ». En plus, ce que j'aime pas là-dedans, c'est cette idée que déjà le monde il serait bien binaire, bien dual entre un monde occidental et un monde oriental. Et puis il y a une grille de lecture, je trouve, assez connaissance, assez proche d'une pensée coloniale en vrai. Il y a la phytothérapie, donc utiliser les plantes pour se soigner sous diverses formes. Il y a la tisane, il y a aussi les teintures mères, les poudres, les gélules. Les gens viennent nous voir pour recevoir des massages, des soins naturels, soins bien-être. Des plantes, lesquelles médicinales, mais pour lesquelles même en augmentant le dosage, on a une toxicité relative. 60% des médicaments vendus aujourd'hui ont à la base été isolés de principes végétaux en fait. Contrairement aux plantes qui sont traitées en médecine classique. Après, l'industrie pharmaceutique a concentré les principes actifs pour les rendre plus puissants. Dont les extraits ont des marges très étroites, c'est-à-dire le moindre dépassement de dose est toxique. Mais ce faisant, elle a perdu tout le totem, donc tout ce qu'il y a autour du principe actif, et c'est ce qui fait qu'il y a les effets secondaires. La plante, en général, elle est beaucoup mieux tolérée par l'organisme. C'est pour ça que beaucoup de plantes sont en vente libre. Je pense au rhume, à la petite angine, voilà. On pourrait avoir recours aux plantes, aux huiles essentielles, à des choses plus douces. Et effectivement, si ça s'aggrave, venir prendre des médicaments. Mais du coup, garder quand même l'usage des plantes pour faire en sorte que on vienne soutenir le foie, on vienne aider les reins, on vienne mieux tolérer le traitement. Alors, il y a plusieurs
Il y a plusieurs choses. Alors, il y a des choses qui sont exactes. Par exemple, le fait de dire que un grand nombre de médicaments actuellement utilisés et efficaces sont tirés des plantes. Le plus bel exemple, c'est la digitaline, qui reste un produit très important en cardiologie. La digitaline, c'est le principe actif d'une plante qui s'appelle la digitale. Dans les années 1800, disons, qu'on a commencé à utiliser la digitaline, c'était sous forme de teinture. On fait macérer la plante dans de l'alcool. Eh bien, en fonction, est-ce que votre plante est sèche ou pas sèche, etc., vous n'aviez pas les mêmes quantités de digitaline. Donc, une goutte de teinture de digitaline correspondait à des très grosses variations. Or, cette digitaline, elle est toxique. C'est-à-dire que pour une goutte ou 2 gouttes, vous pouvez avoir peu d'effets, ou au contraire beaucoup d'effets, voire des effets indésirables. Donc, l'avantage d'avoir extrait la digitaline, on a le produit pur, et donc on peut donner au patient la dose exacte du produit pur, alors que dans une goutte de teinture, il pouvait y avoir des quantités très variables ou des impuretés très variables. Dans ces extraits, on peut voir ce qu'on appelle l'appel à la nature. Ici, ce qui est mis en avant, c'est que l'efficacité de quelque chose reposerait sur le fait que ça vient de la nature ou étant non modifié par une intervention humaine. On a l'impression que c'est quelque chose vers lequel on peut aller pour améliorer notre situation et sans grand risque. On a une vision anthropomorphique de la nature en disant la nature est bonne pour nous. En fait, la nature, elle a pas par essence à être bonne ou mauvaise. La nature, elle est, et elle n'est pas faite pour nous, elle est là. Elle peut être utile, elle peut être très néfaste. C'est comme si on postulait que la nature est bonne en soi. Et si on utilise la nature comme ça veut dire qu'on en fait un avatar de Dieu, donc c'est une démarche religieuse. Au début des temps médiévaux, les premiers traités de pharmacopée, il s'agissait de dire merci à Dieu d'avoir mis à disposition des plantes qui forcément sont pas là par hasard. Dieu, infiniment bon, il va nous donner les moyens de nous soigner. La dangerosité d'un produit, il provient pas du fait qu'il soit naturel ou de synthèse. J'ai peur de défoncer une porte ouverte, mais il y a plein de choses naturelles. Il y a des plantes qui font mourir, j'en ai une dans mon jardin, la Datura astramoine, vous en mangez, vous pouvez soit faire des tripes hallucinogènes pendant 3 jours et pas redescendre, juste en vous léchant les doigts parce que vous l'avez tripoté quand même. Les produits les plus toxiques au monde sont issus de la nature. Vous prenez la bufotoxygénine, qui est un poison qui est tiré d'un venin de crapaud, 1 microgramme, c'est-à-dire 1 millionième de gramme, suffit à tuer un individu. Et de la même façon, c'est pas parce que ce ne serait pas naturel que ça ne serait pas bien. D'ailleurs, quelle définition donner à naturel ? Tout organisme vivant dans l'univers est par nature chimique. Si je vous dis H2O, vous allez me dire c'est chimique, mais pourtant c'est la formule de l'eau qu'on retrouve à l'état naturel partout dans le monde. Parce que faire une décoction, c'est naturel. Il n'y a pas de décoction dans la nature, ou alors faut qu'il y ait, je sais pas, tu sois près de la lave, ce soit chaud, tu vois, ça n'existe pas, même une pauvre tisane, c'est déjà plus naturel. Si on prend l'exemple de l'aspirine du temps de l'Antiquité, on s'était aperçu que l'extrait de saule, salix, était fébrifuge, c'est-à-dire faisait tomber la température. C'était lié à l'intérieur de l'écorce de saule d'un produit naturel qui est un dérivé salicylique, justement, et après, dans les années 1860, on s'est aperçu qu'en faisant une petite modification chimique, on obtenait l'acide acétylsalicylique ou aspirine. C'est un produit chimique, de synthèse, qui était quand même beaucoup plus pratique à utiliser que d'aller chercher des écorces de saule dans la nature, de faire bouillir, etc. Cette opposition qui, quand on la creuse, s'évapore au fur et à mesure qu'on la regarde de près, entre naturel et de synthèse. Ce qui n'est pas naturel. Entendu, il est chimique. C'est des arguments qui prouvent, si vous voulez, une méconnaissance réelle de ce que sont les principes de la chimie, de la vie. En fait, les gens, ils se méfient de synthèse. Ils ont l'impression que synthèse égale développée par des industries qui posent des brevets dessus, ce qui est pas faux. Mais c'est pas parce que c'est synthétique que c'est mauvais en soi. Le problème du brevet et de la propriété intellectuelle, c'est un autre problème, quoi. Et je suis assez d'accord pour faire cette critique-là. Il n'est pas question de dire que les plantes ne servent à rien, au contraire. La phytothérapie, c'est pas vraiment une théorie. C'est un ensemble de techniques médicales qui vont de la décoction à l'ébullition, à la mise en gélule. Et effectivement, il y a des choses qui ont un réel effet thérapeutique. Généralement, il n'est pas très fort et il est souvent associé d'effets secondaires, contrairement à ce que disent les personnes. Tout est une question de dose. Mais l'idée de dire utiliser les plantes, c'est mieux que le principe actif, c'est mieux toléré, c'est plus efficace, c'est des affirmations, à mon avis, qui sont basées sur pas grand-chose. Et dans l'histoire de la pharmacopée, en fait, si on en a abandonné plein, c'est parce qu'on avait trouvé mieux. Ce qu'ils proposent, c'est pas le plus optimal pour soigner quelque chose. Sous couvert qu'on ait quelque chose à soigner. Et là, c'est un autre paramètre. C'est qu'en fait, les pathologies qui sont mentionnées, le rhume,
Le rhume, si vous le soignez, il dure une semaine, si vous le soignez pas, il dure 7 jours. Donc la question, c'est comment on fait pour accompagner les symptômes pour qu'on soit le moins mal possible pendant 7 jours. Les effets des plantes qu'on utilise dans la pharmacopée classique, leur effet est suffisamment ténu pour que des industriels ensuite se posent la question de comment concentrer les produits pour avoir un effet plus fort. Alors l'exemple dont je vais parler s'appelle le Taxol, qui est un produit tiré du lyphe, Taxus baccata. Ce Taxol est un produit anticancéreux très efficace, qui continue à être très très utilisé. Initialement, ce Taxol, on l'extrayait de l'écorce de l'arbre, et donc pour ça, il fallait abattre les arbres. On a abattu des millions d'ifs. Bon, on s'est aperçu que c'était quand même un vrai problème écologique. Donc il y a des chercheurs, notamment français, qui se sont aperçus qu'à partir des feuilles, qui elle était beaucoup plus abondante parce qu'elle repousse, on isolait un précurseur, après on faisait quelques petites modifications chimiques et on obtenait notre fameux Taxol. On était toujours dépendant de l'arbre, mais on n'était pas obligé de les abattre, puisqu'on avait donc une rentabilité beaucoup plus importante. Ce qu'on appelle des voies d'hémisynthèse, c'est-à-dire qu'on a des précurseurs qui sont tirés des plantes et qu'après on modifie chimiquement pour obtenir le produit final. Ensuite, les arguments que je vois là sont souvent défendus par des gens qui sont eux-mêmes dans des industries. On va transformer, tu prends un élixir floral, pour certains tu fais une décoction, donc tu fais chauffer, donc il y a une transformation, puis après tu le dilues dans de l'alcool, puis après tu le mets dans une fiole, il y a de la fabrication. It's very attractive for any sort of product to call itself natural. Cette notion de produit naturel est une notion qui a un intérêt, je ne dis pas le contraire. Qu'on s'intéresse à la nature, à l'environnement, à l'écologie, c'est absolument évident. Tout le monde ne peut être que d'accord avec ça. Est-ce qu'il faut en faire un argument, je dirais, de vente? Anything from shampoo, toothpaste to dog food sells much better if it's sold under the label "this is natural," and that's a very big misunderstanding. But this misunderstanding is the basis for very good sales figures. Je pense qu'il vaudrait mieux concentrer la critique de la question de ce qui n'est pas naturel, plutôt sur le faire porter sur qui brevette quoi, qui devient propriétaire de quoi et qui confisque la chaîne de fabrication. Mais le problème, c'est pas la synthèse. Je suis très content qu'on synthétise un vaccin contre la poliomyélite, si tu veux. Par contre, qui le brevette? Et pour le coup, dans la poliomyélite, ils n'ont pas breveté le truc, ce qui est la classe absolue. Par contre, là, dans le cas de la synthèse du vaccin contre le Covid, tu vois, ça va pas être la même chose. Parfois, entre les allopathes et les homéopathes, parce que les allopathes vont traiter une douleur, nous on traite le sujet qui souffre. Et c'est complètement différent. Alors la kinésiologie est une technique holistique qui permet d'aller libérer les stress et d'aller en connaître surtout l'origine. Le docteur Bach a mis au point cette méthode en fait parce qu'il trouvait que si on ne soignait que les symptômes physiques, ils risquaient de revenir, alors que là en fait on va vraiment à la source du problème qui est parfois généré par justement des problèmes émotionnels. Contrairement à la médecine classique où eux travaillent plutôt sur un symptôme ou un organe, nous on va plutôt avoir une approche globale. Donc nous on va chercher la cause de la cause de la cause. Une démarche holistique, ça vient de holos en grec qui veut dire dans son ensemble, entier. To see the whole person, not just a diagnosis, not just the physical body, but the spiritual dimension, the psychological dimension, his or her environment. Ça fait 2000 ans que c'est formalisé, plus de 2000 ans, 2300 ans que c'est déjà formalisé par Hippocrate dans ses vieux textes où il écrit clairement que si on veut prendre en charge quelqu'un, il faut le connaître, il faut lui poser des questions, il faut regarder dans quel contexte la personne s'inscrit. Proponents of alternative medicine think they are very holistic, and by implication that means conventional medicine is not holistic, is reductionistic. La base de la critique, elle est bonne, c'est qu'en fait on a surspécialisé la médecine et du coup on a provoqué un découpage par organe ou par spécialité médicale. En ça, ils ont un peu raison. So if a surgeon only looks at the organ that he's going to operate on, he is not a good doctor. He has to consider that you have diabetes, that you have an ill grandmother at home. He has to consider everything. Et il faut reconnaître que dans les thérapies alternatives, bien souvent, les gens prennent le temps, et à mon avis, une bonne part du succès qu'on prête à ces thérapies vient de là, c'est la prise en compte du temps. Alors après, ils prennent l'argument un peu dans le mauvais sens, c'est-à-dire ils disent puisqu'ils se sont hyper technicisés, ils ne traitent plus qu'un organe, alors que nous, on traite l'individu dans son ensemble. C'est une sorte de scénarisation très populiste. C'est de dire,
Le monde de la médecine ne prend que les symptômes, ils sont froids, ils sont médicamenteux, alors que nous autres, on prend le temps de bien vous prendre en compte. Qui est en fait extrêmement réducteur de ce qu'est la médecine conventionnelle. En fait, pour voir exactement ce qu'est la médecine, il faudrait faire médecine, mais du coup, généralement, c'est déjà long. Qui, elle aussi, vante la prise en compte globale de l'individu. D'aller vanter ça, c'est pas de la malhonnêteté, les gens sont sincères, mais noircir le tableau, mais pas au mauvais endroit, pour se donner une légitimité. En fait, ils traitent l'individu dans son ensemble, mais du coup sans l'élément technique qui fait qu'ils vont être pertinents ou efficaces. See what they really do. A homeopath hardly investigates you. It takes a very long history, asks lots of questions, but they usually even omit a physical examination of the body. How can this be holistic? Un modèle médical idéal, ce serait d'avoir les deux, en fait. Et c'est quand même ce vers quoi on tend, en remettant beaucoup de compétences psychosociales dans la médecine à haute technicité. I would say that if it's not holistic, it's not good medicine. Tout le monde le sait, et si les gens ne l'appliquent pas, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Et souvent on prend pour exemple le rapport qu'on peut avoir à la santé quand on arrive aux urgences. Ça fait qu'après, ça leur donne raison de dire, voyez, à l'hôpital, on ne prend pas le temps de prendre soin de vous. Et le sous-dotement des structures hospitalières, le démembrement des services publics depuis les années 40, où on a commencé à monter un système de sécurité sociale qui était absolument inouï, quoi. Vraiment l'invention majeure de l'espèce humaine, je trouve. C'est plutôt une critique des moyens politiques qui sont mis pour que cette médecine s'applique. En fait, le nœud, il est dans les moyens qui sont donnés. Quand on regarde les études sur pas mal de thérapies qui considèrent être basées sur un principe holistique, si vous prenez 2 thérapeutes avec le même patient, ils vont pas arriver au même diagnostic. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la dualité corps-esprit. Ils considèrent que leur proposition thérapeutique est meilleure parce qu'ils remontent à la source. Mais chercher une cause, c'est hyper tendu, quoi. C'est hyper complexe. Le pourquoi, bien souvent, il nous échappe. Pourquoi j'ai un cancer et pas toi, alors que moi je fume pas, plutôt oui. Et à moins que tu te promènes à poil à Tchernobyl en 1986, où là tu peux avoir un lien causal là, pas évident. Mais sinon, sauf que beaucoup de gens se posent ces questions métaphysiques là. Ils disent, mais pourquoi ça tombe sur moi et pourquoi maintenant? Et donc ils se retrouvent à la merci de gens qui vont aller chercher des causes et on leur vante une idée de démarche holistique. Et que la source ou la cause est souvent quelque chose de plutôt d'origine psychologique ou émotionnelle. Déjà, c'est pas vrai que en médecine on le fait pas. Il faut voir ce qu'on y perd en fait en allant chercher une cause dont on connaît pas grand chose. La base en médecine, c'est que on considère que si on n'a pas le bon diagnostic, on n'aura jamais le bon traitement. Merci. On va éliminer les toxines, c'est la première chose qu'on va faire pendant le jeûne. Une vidange de toutes les toxines qui ont été accumulées dans le corps, par le stress, par la malbouffe. Les médicaments qu'on a pris en excès, ça peut venir des aliments qui contiennent aujourd'hui beaucoup de pesticides. Donc tout ça, ça c'est stocké parce que le corps ne sait pas les éliminer. Le foie qui est chargé de détoxifier, sauf que quand il y en a beaucoup, il est surchargé, donc le but c'est de l'aider. Donc on va aussi faire une petite détox, je pense, histoire de le soutenir et de l'aider un peu à détoxifier tout ça. Ok. Bon, il y a plusieurs choses. There are clearly lots of substances, pesticides were mentioned, which are not good for us. Il est en plus pas complètement idiot de penser que l'environnement et que l'environnement polluant a un effet sur notre organisme. The claim is that these treatments eliminate the toxins. Il y a des choses vraies dans ce qui est dit. Le rôle du foie, par exemple, il est vrai. We have powerful organs. We have lungs. We have the skin. We have kidneys. We have the liver. We have the bowels. All these are organs that do a great job in detoxifying. Jusque-là, on a une extrapolation de ce qu'il va être en mesure de faire. Penser que du coup, un jeûne va permettre à l'organisme d'enlever ces éléments polluants, c'est aller un peu vite en besogne, quoi. When this breaks down, we are so ill that we better go into some intensive care unit and don't take some natural product. Est-ce qu'on va être en mesure de l'aider? Parce que la problématique quand même, c'est si on n'a pas été capable de l'éliminer au moment où on l'a ingéré, pourquoi un jeûne permettrait d'aller chercher ces ressources pour les éliminer? Donc on va dire une extrapolation des données physiologiques qu'on connaît. On est plus en fait sur une vision simpliste d'un mécanisme hyper complexe. On te propose un soin qui est censé te détoxifier, mais de trucs pas clairs. En fait, donc c'est souvent assez invérifiable. On prend des éléments ou des mots un peu connus qu'on va calquer sur un autre mécanisme physiologique en n'étant pas du tout sûr que les mots classiques comme ça, par exemple le mot énergie. Le mot énergie est bien connu en physique,
Dès qu'on le met dans la physiologie, c'est une catastrophe en fait. Et donc les process de détox, on t'emmène, on te fait faire une cure de à peu près n'importe quoi en te disant qu'on va faire sortir de toi soit des pensées impures, soit des produits qui sont impurs. C'est une forme, tu sais, un peu païenne des exorcismes, tu vois, on te sort le mal de toi. Lesquels? Ah, pose pas la question, c'est trop compliqué pour toi, tu vois. C'est hyper convaincant. Tu sais, une lecture fluidique de la santé, dès les débuts, ça a été ça. C'est très intuitif. Que ce soit Hippocrate ou Galien, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, ces histoires d'humeur qui sont savamment cuites entre elles, et si t'as trop de sang, alors il faut que tu le fasses sortir, donc là tu fais les saignées. Je pense qu'on a la même sensation avec les trucs de détox que quand on est devant sa glace, ça sortir un gros comédon, tu sais. Ça servait à rien, mais t'es content. Tu vois. J'en parle d'autant plus facilement que j'étais archi séduit par ça. Tout ça, j'ai tout utilisé. J'ai tout utilisé moi-même. Why do people speak of toxins usually and not of a specific molecule? Because speaking of toxins in general terms is much safer. If you speak of a molecule, you could actually do the scientific test. You say it's a pesticide, then you take that treatment, you measure the level of the pesticide before and after. Why do those tests not exist? Because they never show anything. We try to study the evidence about detoxification products. And that's why I'm so confident in saying what I'm saying. There is no evidence. It was a systematic review with no evidence, so very easy to do. The only substance that these treatments take out is the money out of your wallet, nothing else. Comment on sait que ça marche du coup? Comment on sait que ça marche? Par toutes les gens qui passent chez nous. Moi, je reçois environ 150 personnes par an et j'ai énormément de témoignages. Et ça fonctionne même sur les sceptiques, donc c'est ça qui est assez extraordinaire, donc on sait que ça fonctionne. Que ce soit mes patients, que ce soit les clients, on a énormément de retours. Beaucoup de médecins qui commencent à s'y intéresser, comme tous les citoyens, je dirais, hein, d'autant plus qu'ils ont certains de leurs patients qui leur posent des questions sur le sujet, ou qui ont déjà fait un jeûne et qui leur disent bah écoutez, regardez ce que ça a fait pour moi. Les témoignages des gens qui sont vraiment effarés, ils ont des maux de dos, ils ont des allergies, de l'asthme. J'ai des gens qui avec de l'asthme, une cure, ils n'ont plus d'asthme du tout. Ils viennent nous dire quand ça a marché, mais aussi quand ça n'a pas marché, parce que nous on arrive aussi à créer une relation où on est tous gentils, bienveillants, on explique les choses, on prend le temps. Ouais, j'en suis convaincu parce que j'ai beaucoup de témoignages aujourd'hui autour de moi de gens qui ont le même type de pathologie. Ouais. Et qui s'en sont sortis juste en changeant leur alimentation, leur état d'esprit, leur façon de voir les choses. Quand je suis à la fin d'un cours, j'ai toujours une petite nuée d'étudiants qui viennent me parler, puis ils ont adoré le cours, c'est super. Quand je rentre chez moi, j'ai envie de dire, bah c'est cool, 100% des gens qui viennent me voir à la fin, ils sont trop contents. Donc mon cours est cool, donc moi je suis cool et je suis très content. En fait, il y en a peut-être 150 qui sont pas contents, ou mécontents, et qui m'ont trouvé médiocre, et qui sont barrés. Mais souvent, ce qu'on sait dans les sondages, c'est que les personnes qui sont mécontentes ont tendance à ne pas le dire, pour tout un tas de raisons, et on peut le comprendre. Alors il y a quelqu'un qui prend le contre-pied de ça, parce qu'elle doit connaître le système. Il y a des gens qui reviennent les voir pour leur dire que ça a marché, mais aussi que ça n'a pas marché. Et ça, c'est très important. Le nombre de témoignages là qu'on peut avoir nous dit pas grand-chose, parce qu'on n'a jamais le ratio de ceux qui ne reviennent pas dire qu'ils en sont mécontents. Quand les gens te disent « mais moi, mes clients, ils reviennent, ils sont contents », que deviennent ceux qui ne reviennent pas? C'est ce qu'on appelle le biais du survivant, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'assurer que 100% des personnes qui ont pris le traitement sont effectivement les 100% qui témoignent. Mais même sur Internet, c'est vachement plus sympa de raconter « Ah, j'ai guéri des verrues grâce à un magnétiseur » que de raconter « Ah, j'ai guéri des verrues parce qu'elles sont parties toutes seules ». Surreprésentation artificielle des cas où on a associé ce qu'on aime bien, ce qu'on trouve sexy à raconter. Par exemple, dans le cas du cancer et de la cure Breus, le principe c'est que le cancer se nourrit d'aliments solides, donc si on le nourrit de liquide, on va tuer le cancer. Et lui base par exemple sa thérapie sur la base de plein de lettres de gens contents, mais parce que les pas contents sont morts probablement. Bon, il y a une autre problématique qui est le fait que les cancéreux dans sa méthode sont diagnostiqués par iridologie. L'iridologie permettrait de faire des diagnostics à partir de l'iris de l'œil, chaque partie représentant un organe. Aucune étude n'a jamais vraiment montré de preuve en faveur de cette technique. Qui permet effectivement d'avoir des guérisons, puisque en fait ils n'avaient pas le cancer. Ce qui fait que toi, en tant que vendeur de ce genre de technique, c'est logique que tu sois surexposé à des gens contents. L'autre paramètre, c'est que, et elle le dit, à partir du moment où vous entretenez une relation avec un patient, il va déjà mieux.
avec un thérapeute qui va être plus à l'écoute, lui permettre de s'exprimer, va lui permettre aussi de réguler un certain nombre d'états affectifs comme par exemple l'anxiété, le stress. Eux aussi vont participer à faire que le patient se sente mieux indépendamment du fait que son asthme soit encore présent. Tout ce que je vous donne comme effet, c'est valable pour la médecine conventionnelle. Mais moi, en kiné, il y a des gens qui viennent pour une problématique de santé. On entretient une relation thérapeutique, tout se passe bien, etc. Manifestement, j'améliore pas leur problématique. Mais ils trouvent toujours à dire oui, mais quand même, ça va mieux pour ne pas abandonner la relation thérapeutique. Méfiance sur les témoignages. Vu le nombre de trous que recèle notre cerveau, un témoignage, on ne peut pas en faire une preuve. On peut en faire un indicateur pour aller suivre un chemin. Même des fois, on dit un témoignage, 10, 100, même 1000, ça fait pas une preuve. Le fait d'être médecin ne vous protège pas tellement de tous les effets et de tous les sophismes qu'on vient de voir. En fait, la formation médicale à la démarche scientifique, elle n'est pas très bonne en réalité. L'autre témoignage du fait que les docteurs commencent à y avoir recours, on s'aperçoit que les motivations à proposer ça, c'est souvent des gens qui sont assez démunis face aux patients. C'est un petit peu un échappatoire. D'ailleurs, vous voyez beaucoup de médecins dire « si ça vous fait du bien ». Ça a été testé? Comment c'est censé fonctionner exactement? Alors, quand ça a été testé, vous pouvez le tester maintenant et vérifier par vous-même. Je ne vois jamais un médecin, j'ai jamais un rhume pendant l'année. Voilà, parce que mon immunité s'est renforcée. J'ai fait le soin, j'ai fait le forfait, et je fais des formations, et je suis convaincu de ce que ça m'apporte. C'est toujours quand on l'expérimente qu'on le comprend mieux et qu'on l'intègre mieux et qu'on se rend compte si réellement ce qu'on nous dit est vrai. Moi, je me soigne par l'homéopathie, l'acupuncture. Je pratique moi-même des soins énergétiques. À la limite, si c'est placebo, c'est pas grave. De toute façon, ça marche, c'est sûr que ça marche. Non, je l'ai expérimenté. Sur mes enfants petits, on peut pas dire que c'est placebo, en fait. Alors, donc là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ça va être compliqué de... Je vais essayer de dissocier. On a tendance à penser que son expérience personnelle est la bonne, ce qui est vrai, d'une certaine façon. Se prendre comme propre témoin de l'efficacité. Mais en fait, il n'y a pas mieux. C'est le meilleur moyen de savoir si ça aura un intérêt pour nous. C'est d'ailleurs le seul. C'est-à-dire que si vous voulez savoir si quelque chose fonctionne, la règle empirique fait qu'il faut le tester. Donc si je me soigne d'une certaine manière aujourd'hui et que demain je vais mieux, je vais me dire donc c'est le soin que j'ai fait hier et donc je valide comme bonne la chose et je l'extrapole et je peux même te le conseiller et dire tu vois ça a marché pour moi donc vas-y fonce. Alors après le problème c'est ça a marché, ça veut dire quoi? Qu'il est assez peu probable de guérir d'une tumeur stade 4 en ayant recours au magnétisme en fait. On l'a jamais vu quoi. Voilà. Par contre si vous avez des symptômes et que ça améliore vos symptômes, on a plein de raisons de penser que c'est vrai. We have a whole bunch of phenomena that work together to create a clinical outcome. Il y a des paramètres autres que le traitement que vous prenez qui peuvent expliquer que vous allez mieux ou moins bien. Time itself is a factor. Lots of diseases get better by themselves. L'évolution spontanée de la pathologie, il y en a qui se dégradent quoi qu'il arrive et il y en a qui s'améliorent. On est aussi face à des maladies qui sont chroniques. Some diseases fluctuate, go up and down. Ça se trouve, j'avais passé le pic, ça redescend, et j'attribue la baisse du pic à ce que je viens de faire. Et ça peut correspondre au moment où on est allé chez ce fameux thérapeute alternatif. While perhaps the treatment had no effect whatsoever. On a souvent aussi tendance à sous-estimer l'impact du hasard dans ce genre de situation. Et ça se trouve, j'avais fait un autre soin un peu plus tôt, et c'est lui qui a de l'effet un peu tardif, et je l'attribue au dernier que j'ai fait qui lui a peut-être pas d'effet. Mais même moi, je l'ai déjà fait, ça. Même, je te conseille tel kiné, je suis content de ce qu'il m'a fait. Il m'a résolu, j'avais un truc au dos, il m'a résolu le truc. Déjà, c'est peut-être pas son soin qui l'a fait, c'est peut-être l'évolution à long terme de ma maladie, c'est peut-être parce que je faisais des étirements parallèles, que j'ai changé d'alimentation. Je n'ai aucun argument réel pour aller te recommander à toi ce soin chez lui. Mais on le fait quand même, on a envie, parce qu'on a l'impression que ce qu'on vit, c'est un crédit absolument improbable. C'est très compliqué en fait d'expliquer pourquoi un témoignage n'est pas une preuve dans la mesure où quand on est soi-même persuadé d'avoir vécu quelque chose, de se dire que cet avis-là n'est pas suffisant pour témoigner de l'efficacité de quelque chose. C'est contre-intuitif. Plus on bosse sur les mécanismes du cerveau, plus on se rend compte que notre cerveau est capable de se convaincre de trucs absolument improbables. Et quand on sait ça, on sait qu'on peut plus faire confiance à une simple expérience propre
expérience personnelle. Ce qui fait que la bonne intention, c'est vraiment pas un bon argument d'ailleurs. Hein. La plupart des gens d'ailleurs sont très bien intentionnés là-dedans. Ils pensent qu'ils font le bien des gens. Et il leur manque un peu de méthodo, je pense. Le témoignage, il peut être soumis à plein d'influences qui sont liées à des influences de contexte, au fait qu'on a envie d'y croire, donc on ne va retenir que ce qui va justement dans le sens de ce qu'on veut, et oublier toutes les fois où ces techniques-là, en fait, elles nous ont pas évité le rhume. Je crois que le nœud de ce problème, il est clairement sur la confusion que le grand public fait entre l'expérience personnelle et ce que c'est qu'une expérience scientifique à proprement parler. Quand on se prend soi-même comme propre témoin, on peut pas avoir la condition contrôle de qu'est-ce qui se passerait si je le fais pas. Et dans beaucoup de pathologies, il est assez probable que vous ayez amélioré quand même vos symptômes. Il y a effectivement le placebo, et c'est mentionné par quelqu'un. Alors avec des trucs erronés sur lesquels il faudra qu'on revienne. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils ne sont pas tombés malades parce qu'ils ont fait ça. Tu vois, une preuve par zéro. C'est ce qu'on appelle parfois l'argument du panneau anti-girafe. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Tu vois, t'as un type dans le désert, il est en train de planter un panneau, il dit, mais tu fais quoi? Il dit, je plante un panneau, c'est contre les girafes et tout. Il dit, il n'y a pas de girafe ici. Il dit, c'est que ça marche. Et donc t'as des gens qui disent, j'ai fait ça, j'ai fait cette cure, j'ai fait ce traitement, et j'ai rien eu, donc ça montre que... Mais il y a 1000 raisons pour lesquelles t'as peut-être rien eu. Et pour se vérifier que c'est bien ça qui a été préventif, ça nécessite une méthodologie compliquée et longue à mettre en place. Il faut que non seulement j'élargisse à d'autres gens, et puis surtout que je m'abstrais de tous les autres biais possibles. Et c'est ce qui fait qu'à un titre individuel, en fait, une expérience personnelle, un témoignage, n'est pas suffisant pour attester de l'efficacité d'un médicament. D'ailleurs, si je fais le parallèle, quand on a des preuves scientifiques d'efficacité d'un médicament, ça ne veut pas dire que ça va marcher sur vous. Et du coup, là, on a une difficulté. À la fois, la médecine fondée sur les preuves nous dit qu'il faudrait prendre ça, mais c'est pas sûr que ça marche sur vous. Et la médecine non conventionnelle, plutôt décriée pour tout le monde, quand vous essayez, ça marche sur vous. Les données scientifiques, elles vous donnent juste dans quel ordre il vaut mieux tester les thérapies pour avoir le plus de chances de guérir le plus vite possible. Ce qui veut pas dire que c'est ça qui va marcher. Et donc, quand les gens disent « mais moi j'ai essayé et ça a marché sur moi », tant mieux. Mais par contre, c'est un très mauvais moyen en termes de santé publique pour dire « il vaut mieux commencer par ça plutôt que par ça ». Le seul moyen de passer outre ça, c'est d'expliquer aux gens, mais c'est assez compliqué. Des cours introductifs à comment on monte une méthodologie scientifique ou médicale, franchement, niveau 4e, ça passe. Si on faisait ça, tu vois, en quelques heures par an, la population... de la génération suivante sera largement moins bête que nous par rapport à ces sujets. Donc, ces arguments, l'appel à l'autorité, la tradition, la nature, l'argument de l'holistique, les témoignages, les anecdotes personnelles, ne permettent pas de prouver l'efficacité d'une thérapie. Et la détox est un concept plus marketing que scientifique. Mais ils sont quand même assez convaincants. Et alors pourquoi ? Pourquoi on a tendance à se faire séduire, à se faire convaincre par ces arguments ? On a tendance à être séduit par ces arguments parce que... c'est vrai qu'une autorité, quand je suis malade, je vais voir le médecin, c'est une autorité qui est légitime et qui du coup peut m'aider à aller mieux. Tu vois un astrophysicien qui te raconte un truc, si c'est un barbu à barbe blanche comme Ibéris, t'as envie de l'écouter, alors que si c'est une gamine de 18 ans qui dit exactement la même chose, c'est une gamine, 18 ans, tu dis bon, elle a pas de barbe, c'est moins crédible. Et ça marche, même sur nous, tu vois. Transposer à des situations où l'autorité n'est peut-être pas forcément si légitime que ça, on ne va pas faire très attention et tomber dans le piège de l'appel à l'autorité. Par cet appel à l'autorité, j'illustre ce qu'on appelle en psychologie le traitement heuristique. C'est une manière de penser qui est très intuitive, qui est très rapide, qui nous évite de faire trop d'efforts en fait. Je pense qu'on a un tropisme du cerveau vers ces arguments-là. Notre cerveau, il est en plein ça, il faut se battre contre ça. Et on nous a pas éduqués au fait qu'il y avait une méthode pour montrer que quelque chose marche. En fait, pourquoi pas croire à cet argument plus qu'à un autre ? Ce qui fait que les choses qui marchent habituellement, on va les appliquer dans à peu près toutes les situations sans forcément se demander à chaque fois est-ce que l'argument qui m'est donné est un vrai argument ? Ça nous laisse sans contre-argument. Et du coup, c'est souvent le dernier qui a parlé qui a raison. Ça me convainc et en plus ça va dans le sens de ce que je veux parce que ce que je veux c'est aller mieux, donc allons-y gaiement quoi. Déjà faut savoir l'identifier, en fait c'est des compétences un peu particulières, parce que là c'est facile, on est à la fac et vous me montrez des vidéos et je sais qu'il faut les décortiquer avec un œil critique. Mais dès qu'on remet les gens hors contexte, dans la vraie vie, c'est plus dur. Élever son niveau critique de manière
permanente, comme une hygiène de vie, c'est compliqué. Et après, il faut se méfier, parce que du coup, c'est mon avis personnel, les gens qui sont plus enclins à le faire sont un peu intégristes de ça. Et du coup, ils ont tendance à ne pas morceler les moments dans la vie où il faut exercer son œil critique de manière assez aiguisée, et les moments où, en fait, il n'y a pas lieu d'être, quoi. C'est pour ça qu'on se fâche souvent avec des sceptiques, au final. Si on cultive ça, et qu'on en fait une pédagogie bien spécifique pour dire non, on appelle la nature, ça n'a pas de sens. La scénarisation holistique, ça marche pas très bien. Le rapport à l'autorité, on peut le contester. Donc en fait, je pense que c'est vraiment un défaut d'éducation à la démarche scientifique. Est-ce qu'on peut évaluer les thérapies alternatives avec une autre méthode ? Par exemple, sur quoi se basent les scientifiques pour déterminer que telle substance est efficace contre une maladie ? Comment avoir des preuves en fait ? Quelque chose a été suggéré par les exposants. Il y a des recherches, évidemment, des études scientifiques. Il y a des essais cliniques. Des études scientifiques. Alors, en quoi les essais cliniques permettent d'évaluer les thérapies alternatives ? Eh ben, on va parler de tout ça dans le prochain épisode.